Notre troisième invité a donné un visage à son mouvement en interpellant le président Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture à Paris au sujet du massacre dans la partie anglophone du Cameroun et la gestion du président Paul Biya. Une interpellation à laquelle le chef de l'État français a répondu avec force et détail, qui a alimenté les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Abdoulaye Thiam, de son pseudo Calibri Calibro, est un activiste camerounais leader du mouvement La Basse, la brigade anti-Sardinat, qui se sera illustrée ces dernières années par des opérations coup de poing un peu partout en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Bonjour Calibri Calibro. Bonjour M. Foucault et bonjour à tous mes copanélistes. Dans certains pays, on dit que ces mouvements, ces lanceurs d'alerte appartiennent à des partis d'opposition. C'est votre cas, par exemple, Calibri Calibro. Est-ce que vous appartenez au mouvement MRC, comme on le dit? Est-ce que vous n'êtes pas un membre de l'opposition qui serait celui qu'on aurait mis en avant? Du tout. Je suis d'accord avec M. Lumumba. Il n'y a pas de parti politique proprement dit en Afrique. Ça n'existe pas. Les partis politiques sont inféodés, ils cherchent juste un positionnement pour pouvoir changer leur vie à eux, pas pour changer la vie... Mais pas seulement en Afrique, hein, on voit ça un peu partout, même ici en France. Un peu partout, oui, en France, quand même, ces partis politiques en France, c'est pas la même façon qu'en Afrique. En Afrique, c'est beaucoup plus la corruption. La corruption existe dans tout le monde entier, mais en Afrique, c'est exponentiel. Non, je n'appartiens pas au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je ne suis pas membre de ce parti politique-là, bien que je défende certaines idées, et voire la plupart des idées, même pas les idées, le programme politique de M. Kamto. J'adhère complètement à ce programme. Qui est le principal opposant au régime en place aujourd'hui. Oui, c'est le principal opposant au régime en place. On a tout fait de nous coller cette étiquette parce que, voilà, nous relayons ce programme-là, mais c'est pas parce qu'on relaie un programme qu'on appartient à un parti politique. Mais quel est le lien? Vous n'avez aucun lien direct avec le MRC en question. Est-ce que vous n'êtes pas, on va dire, le bras armé de ce mouvement? Si vous avez un peu suivi la brigade anti-Sardinat ou si vous avez suivi Calibri, je suis dans la rue avant que le MRC ne parte aux élections en 2007 et je ne parlais même pas du MRC en 2018. Je ne parlais même pas du MRC. Ce qui m'a mis dans la rue, notamment en France, c'est le scandale du Nord Cameroun où 2 femmes et 2 enfants, notamment un bébé, ont été froidement exécutés par l'armée camerounaise. Je les dénonce. On a vu circuler les images, tout à fait. Voilà. C'était des images particulièrement violentes. Et ça m'a rappelé, moi, l'esclavage que j'ai connu en Libye. Ça m'a rappelé, moi, l'enfer que j'ai connu en Libye. Et là, ça a été le déclic. J'ai dit, je ne peux pas supporter que ça se passe dans mon pays, le pays qui m'a vu naître. Il faut rappeler que vous êtes arrivé en France en passant, en empruntant le chemin de la Libye. Donc, vous avez traversé la Libye pour arriver ici. Vous avez connu l'esclavage pendant que vous y étiez. Et effectivement, je suis passé par la Libye. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'interpeller un de vos confrères, Juan Gomez, sur ma situation, la situation que je vivais. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, je suis passé par la Libye et j'ai vu ce qui m'a aussi motivé. En fait, ma motivation vient de la Libye. Parce que j'ai vu tellement de jeunes Africains en général et particulièrement des Camerounais mourir. J'ai vu tellement de jeunes femmes se faire violer à longueur de journée par des Libyens. J'ai enterré moi-même énormément de personnes. J'ai arrêté mon décompte à 100. Vous comprenez que quand on traverse une situation pareille, et surtout qu'on a été à un moment donné de sa vie engagé dans les revendications des autres, dans l'amélioration de la vie quotidienne de son peuple, on ne peut qu'être révolté. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est justement ces femmes et ces enfants qui ont été froidement exécutés. Non. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes, comment je vais dire ça, prépositionnés pour alerter l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur ce que traverse notre pays. Mais qu'est-ce qui déclenche chez vous comme ça cette démarche, qui est une démarche quand même assez singulière et dangereuse? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève un matin et puis on dit « je vais devenir lanceur d'alerte, quoi qu'il m'en coûte ». C'est l'amour de ce qu'on fait et c'est l'amour des autres. Une personne qui n'aime pas les autres, qui ne se soucie pas des autres, ne peut pas être lanceur d'alerte. Parce que il faut mettre en tête que c'est nos vies aussi qu'on met en danger. C'est nos propres vies et celles de nos familles que nous mettons en danger. Absolument. Mais quand on a l'amour des autres, quand on veut voir les choses changer, on fait fi de tout cela et on fonce tout droit. J'ai envie de poser la même question à Calibro, où on dit, derrière vous, il y a des gens qui vous financent forcément, vous n'êtes pas fortuné et vous êtes dans une situation qui n'est pas si confortable que cela du point de vue financier et social.
Comment on fait lorsqu'on consacre autant de temps que cela à l'action que vous menez à travers la BAS pour vivre? Comment on fait? De quoi vivez-vous? C'est très difficile, hein. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Une fois qu'on est activiste, on se dit, tiens, il reçoit de l'argent de tel ou tel mouvement, il reçoit de l'argent de tel ou tel organisme international. Ben, c'est archi faux. C'est archi faux. Il faut déjà aimer ce qu'on fait. Il faut être engagé. Il faut aimer les autres. Parce que être activiste, c'est un sacrifice énorme sur tous les plans. Je peux vous assurer que si un activiste veut devenir riche, je crois qu'il deviendra riche. Pas forcément parce qu'il y a des organisations qui sont derrière, parce que ceux qui dénoncent lui proposent énormément. Tel a été mon cas, j'ai eu plein de propositions. À peine arrivé à Paris, j'avais déjà presque un appartement. Si j'avais voulu, je l'aurais pris. Proposé par les autorités camerounaises? Proposé par les autorités camerounaises. Ceux que nous dénonçons, mon frère Lumumba, c'est quelque chose. Ils sont tout le temps aux aguets pour vous proposer, pour vous corrompre, parce que c'est le système de vie et de gouvernance dans nos États, la corruption. Si on avait voulu être riche, je crois qu'on aurait été riche en... Oui, mais dans le même temps, on a envie de vous dire, si vous ne prenez peut-être pas chez eux, c'est parce que d'autres vous en donnent. Non, c'est justement notre engagement. C'est notre engagement qui nous nourrit. Est-ce que sur le plan financier, on s'en sort? Moi, personnellement, et je crois que c'est le cas de beaucoup d'activistes, non, sur le plan financier, on ne s'en sort pas. Et moi, je vais prendre encore moi, je refuse même parce que j'ai des propositions des Camerounais lambda qui me voient dans la rue, qui me disent, tiens, voilà 200 euros, voilà 100 euros, je refuse. Là, je m'adresse à Calibri Calibro. La différence entre un politique et un activiste, c'est quoi? Ben, le politique, il est attaché à son parti politique, il est attaché à ses idéologies. Par contre, l'activiste est beaucoup plus soucieux du peuple, du bien-être du peuple. Voilà la différence. Nous, les activistes, les purs, les durs, nous ne nous laissons pas corrompre. Par contre, le politique, quel que soit son rang, se laisse facilement corrompre. Il a la quête du pouvoir. Par contre, nous, on n'est pas à la quête du pouvoir. Au contraire, nous sommes à la quête de la dénonciation. Alors, si par exemple, vous arrivez à obtenir que ce que vous avez dénoncé s'arrête, je prends par exemple, dans votre cas, le Cameroun, le régime change demain. Est-ce qu'on peut voir Calibri Calibro dans la politique, se lancer dans la politique, ou bien il va rester dans sa posture d'activiste? Pour le moment, je me sens très bien dans ma posture d'activiste. Et ce serait, comment je vais dire, ce serait ne pas accomplir ma mission parce que le régime a changé. Le régime a changé, mais ce serait toujours les hommes qui vont être au pouvoir. Alors, mais s'ils ont les mêmes idées que vous, comme vous le disiez. Oui, ils ont les mêmes idées. Vous avez vu le cas de la Guinée-Conakry avec Alpha Condé. Il avait des très bonnes idées. Tout le monde croyait en lui, mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a changé. Le pouvoir fait changer des hommes. Et nous sommes conscients que le pouvoir fait changer des hommes. Et moi, je vais rester dans mon cadre activiste pour pouvoir dénoncer si jamais ces gens ne disent et ne respectent pas ce qu'ils ont promis au peuple. Alors, Calibri Calibro, qui vous protège en réalité? Est-ce qu'il y a des organismes aujourd'hui qui se chargent de vérifier qu'on ne va pas attenter à votre vie? Non. Je vais dire comme mes copanélistes, hein, c'est Dieu. Moi-même, personnellement, j'ai failli être assassiné le 11 octobre à Lyon. J'ai porté une plainte qui jusqu'aujourd'hui a traîné. Certes, il y a des conseils qui sont dessus. Je suis plusieurs fois poursuivi dans l'écran. Il y a des gens qui me suivent, qui me pistent et tout. Non, c'est Dieu qui nous protège. Ça, je vais pas le nier. Et c'est aussi notre détermination. Vous me permettez avec cette émission de penser à quelqu'un qui est en prison aujourd'hui juste parce qu'il est activiste, Paul Tchouta, qui est dans des conditions très exécrables. Et mes pensées vont pour Paul Tchouta et pour tous ces journalistes à travers le monde, particulièrement au Cameroun, qui sont emprisonnés parce qu'ils ont osé dénoncer. Alors, j'ai envie de poser la question qui revient sur les réseaux sociaux, on a entendu le président Emmanuel Macron prendre vos coordonnées, enfin, ses services ont pris vos coordonnées en vous promettant de revenir vers vous et de s'occuper d'un certain nombre de personnes que vous aviez citées. C'était pour la presse ou bien ça s'est passé ensuite? Est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce qu'on s'est rapproché de vous ensuite? Oui, effectivement, il y a eu un contact. J'ai transmis la liste des personnes que j'estimais et que nous estimons qui sont embastillées pour des raisons politiques. J'ai transmis cette liste, il y a eu des contacts et je crois que quelque chose a été fait. Mais si rien n'est fait, d'ici le prochain sommet de la France-Afrique,
nous allons encore frapper, comme nous disons, nous allons faire une opération pour dénoncer justement cela. Alors, quand vous dites nous, on se dit comment ça marche exactement votre histoire de la basse, la brigade anti-sardinard? C'est un réseau, vous êtes ensemble, ou bien c'est les réseaux sociaux qui vous permettent de déclencher ces opérations? C'est un réseau. Aujourd'hui, la brigade anti-sardinat est un mouvement bien structuré à travers le monde. Et je peux être fier, Monsieur Foka. Vous savez, il y a très longtemps, on croyait que les Camerounais étaient des personnes qui ne s'intéressaient pas à la politique. Mais depuis les événements de juin 2018, où nous avons été dans la rue, au départ, nous étions quoi, 10, 5. Aujourd'hui, on est capable de mobiliser 100 000 Camerounais en un rien de temps. Et c'est aussi la force des réseaux sociaux. Ça nous a permis de pouvoir communiquer entre nous. Mais pour le moment, la brigade anti-sardinat est un mouvement bien structuré. Nous organisons, nous préparons. Mais est-ce qu'il existe juridiquement? Comme a dit mon frère Nadio, au départ, j'ai pas voulu que la brigade anti-sardinat, surtout en France, soit juridiquement constituée. Mais au fil des temps, nous avons évolué. Nous avons eu des conseils et tout. Et aujourd'hui, la brigade anti-sardinat est un mouvement légalisé en France. Nous avons déposé nos statuts et nous opérons dans la légalité, la stricte égalité.